Bonjour et bienvenue dans ce numéro 36 de ma revue d'activité parlementaire. C'est le dernier numéro de l'année parlementaire puisque nous terminons aujourd'hui même la session. Et donc dans ce numéro, je vais revenir sur quelques-uns des temps forts à l'Assemblée, dans la circonscription et de manière générale de l'année politique qui, pour moi, sont assez significatifs de ce que nous avons fait comme propositions, ce que nous avons soutenu comme mouvement et ce que nous espérons pouvoir continuer à renforcer dans les mois à venir et les années à venir. Alors pour commencer, je voulais revenir sur une des questions d'actualité que j'ai posées au gouvernement, au Premier ministre, au cours de cette année parlementaire, qui résume l'articulation des problématiques sociales et environnementales qui ont été portées notamment dans le mouvement des Gilets jaunes et dans les marches climat. C'était une question d'actualité sur le thème « Fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat ». Fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. Rapport après rapport, mobilisation après mobilisation, le même constat s'impose. Les inégalités économiques et sociales favorisent les dégradations environnementales et vice-versa. Même responsable. 100 entreprises multinationales sont responsables à elles seules de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. 0,5% des plus riches sont responsables de 13% des émissions de CO2 liées au mode de vie, les 50% les plus pauvres de seulement 10%. Ces mêmes riches qui accaparent 80% des richesses dans le monde, ces mêmes riches dont les dividendes en France augmentent 3 fois plus vite que les salaires, ces mêmes riches dont les groupes du CAC 40 ont déclaré en 2017 des émissions de gaz à effet de serre en hausse, mais qui sont exonérés de la taxe carbone payée par les ménages, soit en raison des niches fiscales, soit parce qu'ils sont soumis au très peu contraignant marché carbone de votre Union européenne. Même combat donc, pour répartir les richesses et garantir une vie digne pour tous et toutes. Transformer le système de production, de consommation et d'échange pour adapter nos sociétés au changement climatique et créer des millions d'emplois socialement utiles et écologiquement soutenables. Pour rendre le pouvoir au peuple et contraindre les gouvernements à défendre l'intérêt général plutôt que les intérêts d'une minorité ultra favorisée. La solution au réchauffement climatique n'est pas d'abord chacun et chacune d'entre nous, comme le prétend M. Macron, mais d'abord les plus gros pollueurs qui accaparent les richesses et les ressources et qui doivent partager et payer. La solution, ce n'est pas la finance verte, mais l'écologie populaire. Nous n'avons plus le temps à perdre en interminables grands blabla nationaux. La fin du monde n'attend pas, la fin du mois n'attend pas. La majorité de la population l'a compris, votre majorité parlementaire, toujours pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, combien faudra-t-il de catastrophes climatiques, de désastres industriels, de scandales sanitaires, de vies brisées, détruites? Combien faudra-t-il de gens mobilisés contre votre inconséquence politique dans la rue les 15 et 16 mars, et nous les espérons nombreux et nombreuses, et les jours suivants, pour vous faire comprendre et agir? Ou puisque vous vous en révélez incapables, pour vous faire céder, laisser la place et partir? Alors sur ce sujet de la justice sociale et de la justice environnementale, nous sommes intervenus avec le groupe de la France Insoumise à l'occasion des débats sur les projets de loi tout au long de l'année. Mais nous avons aussi sur des sujets plus précis de questions sociales sur la question des services publics, notamment lors du débat sur la loi de réforme de la fonction publique que nous avons examiné en commission des lois, donc au sein de ma commission. Et ça fait aussi le lien sur une question d'urgence sociale et d'accès aux services publics qui a été très importante pendant cette année. Et donc sur la réforme de la fonction publique, l'enjeu était d'essayer de faire comprendre à la majorité que nous avons besoin d'un service public avec des fonctionnaires, avec des statuts et qui soient reconnus et valorisés parce que c'est dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du progrès social et aussi de la question environnementale parce que la transition écologique nécessitera de développer encore plus de services publics et c'est une question d'égalité fondamentale. Donc sur cette question, je suis intervenue dans le cadre de la discussion générale, dans le cadre du débat sur les dizaines et dizaines d'amendements que nous avons présentés pour défendre notre idée égalitaire, sociale, écologique du service public pour aujourd'hui et surtout pour demain. Le but de la fonction publique,
Ce n'est pas de renforcer le principe de subordination, ce n'est pas de flexibiliser toujours plus, c'est d'assurer la permanence. Et d'ailleurs, cette permanence, comme je l'ai dit, n'empêche pas la transformation. Et bien sûr, une transformation du service public est nécessaire, elle est possible. Elle est possible en renforçant le statut, comme nous le proposons dans un certain nombre d'amendements, en mettant fin à la casse sociale et à l'austérité, qui ont dégradé les conditions de travail et les services rendus, en revalorisant les rémunérations des fonctionnaires, en garantissant l'égalité et en garantissant l'égal accès à la fonction publique, et puis surtout en donnant une vision nouvelle à la fonction publique dont on a encore plus besoin aujourd'hui que par le passé pour répondre aux nouveaux besoins, que ce soit en matière de petite enfance ou de soins à la dépendance, mais surtout pour mettre la fonction publique au service de la transition écologique. C'est la mission d'intérêt général de notre temps. Ce n'est pas le statut d'emploi qu'il faut modifier, alors même que les défis en matière de justice sont immenses, de justice sociale et de justice climatique. Nous avons besoin de mettre l'ensemble de nos moyens de production, de consommation, d'échange au service de cette transition. Et le service public peut et doit jouer un rôle moteur dans cette transformation et cette modernisation. Vous faites tout le contraire de la stratégie qu'il faudrait mettre en œuvre. Nous nous y opposerons résolument en proposant l'alternative qu'il faudrait mettre en place, en renforçant le service public, en défendant le statut et en ouvrant les voies de l'avenir qu'il y a besoin de construire. Un autre débat parlementaire sur lequel je voulais revenir, vous en avez peut-être eu des échos puisqu'il portait sur la question de l'expression, la liberté d'expression sur Internet. C'était à l'occasion de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet et qui a rassemblé un très large spectre d'associations de défense de l'Internet libre, des droits démocratiques, des libertés civiles qui se sont opposés à ce texte. Nous y sommes aussi opposés sur la base des mêmes arguments parce que ce texte remet en cause la liberté d'expression et puis donne du pouvoir aux géants de l'Internet qui en ont déjà beaucoup trop de notre point de vue. Et d'une certaine manière, il y a une forme de privatisation de la justice. Au lieu de donner des moyens à la justice, le gouvernement et la majorité ont privatisé ça et donné du pouvoir aux intérêts privés, aux entreprises privées. Et donc nous sommes intervenus dans ce débat en expliquant pourquoi il fallait, si on voulait lutter contre la haine sur Internet, remettre en cause l'écosystème même d'Internet qui est basé sur capter l'attention avec ce qu'il y a de plus fantastique ou catastrophique ou qui crée le plus de réactions. Il faut remettre en cause cela, il faut remettre en cause le fonctionnement des géants de l'Internet. Et pour s'attaquer à la haine sur Internet, il faut y compris remettre en cause les dispositifs, les algorithmes qui produisent et reproduisent des biais discriminants. Et malheureusement, ça fait partie des propositions qui ont été refusées par la majorité et qui font que voilà, cette proposition de loi est inutile, voire dangereuse. En tout cas, c'est le constat que continue à faire tout un ensemble d'acteurs et d'actrices de la Commission nationale des droits humains, voilà, jusqu'au Conseil sur le numérique. Et voilà pourquoi nous continuerons à nous mobiliser. Ce texte va revenir à l'Assemblée nationale à l'automne et nous aurons l'occasion d'en reparler, de réexpliquer pourquoi est-ce qu'il faut se mobiliser contre et se battre pour un autre Internet et pour défendre la liberté d'expression. Alors là, c'est un amendement sur un autre sujet que nous avions déjà esquissé dans le débat. C'est à propos de l'objectif que les algorithmes utilisés par les plateformes n'aient pas pour conséquence de perpétuer, de produire ou de renforcer des préjugés justifiant et instituant des discriminations entre les personnes en raison de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que l'on puisse avoir une transparence pour lutter contre les biais algorithmiques. Plusieurs études l'ont montré, les grandes plateformes dont nous avons un usage quotidien ne sont pas exemptes de structures de discrimination existant historiquement et socialement dans la société.
La CNIL, dans son rapport, le souligne, tout algorithme est en un sens biaisé dans la mesure où il est toujours le reflet, à travers son paramétrage et ses critères de fonctionnement, ou à travers les données d'apprentissage qui lui ont été fournies, d'un système de valeurs et de choix de société. Le débat autour des biais et des discriminations qu'ils peuvent générer n'est donc qu'un miroir grossissant, mettant en valeur cette caractéristique essentielle dans ce qu'elle a de plus problématique. Donc notre amendement propose de créer une obligation pour que les plateformes rendent publics les moyens mis en œuvre pour que leur algorithme ne discrimine pas. C'est aussi un outil qui permettrait aux usagers ou aux usagères de signaler directement et de faire en sorte que ces biais soient corrigés. Et il nous semble que ça rentre en plus dans la création d'un cercle vertueux à la fois pour les plateformes et d'un apprentissage pour les usagers sur ces questions. Merci, Madame la rapporteure. Le champ visé par cet amendement ne correspond pas au champ de la proposition de loi, comme je l'avais évoqué déjà en commission. Donc un avis défavorable. Même avis, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Juste un mot rapide, Monsieur le Président, pour dire que la question de la transparence des algorithmes est une question extrêmement importante qui, effectivement, je serais défavorable à l'amendement puisqu'il va bien au-delà du champ de la proposition de loi. Néanmoins, c'est un sujet sur lequel le gouvernement et notamment l'Europe travaillent énormément et sur lequel je pense que nous aurons l'occasion de revenir dans le futur puisqu'il s'agit d'un sujet qui me semble un sujet de société et un sujet démocratique particulièrement important. Juste pour préciser que je ne vais pas faire de politique ici, mais dans le cadre de ce que le gouvernement porte au sein du programme de travail de la future Commission européenne, il y a la question de la régulation systémique des grandes plateformes, puisque nous estimons que ces plateformes ont atteint un rôle systémique et qu'elles ne peuvent pas être traitées de la même manière que d'autres acteurs économiques, et que dans la question des obligations qui seraient posées spécifiquement à ces grandes plateformes, il y a la transparence des algorithmes, donc c'est quelque chose dont le gouvernement est extrêmement conscient et souhaite porter, mais porter au niveau européen, puisque que ce soit au niveau technologique et au niveau économique, il nous semble que c'est le bon niveau pour porter ces obligations. Merci. Madame Bonneau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne suis pas d'accord sur l'idée que cet amendement et ce débat ne rentrent pas dans le champ de la loi. Franchement, on parle là de la propagation de la haine à travers des agressions racistes, sexistes, homophobes, dans un écosystème, dans une structure Internet qui fonctionne d'une manière qui va produire et reproduire ces mêmes biais qui existent chez les usagers qui vont commettre des actes délictueux, mais qui existent dans la matrice même de l'Internet. C'est en plein dans le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est également le constat posé par des sénateurs aux États-Unis qui portent une proposition de loi sur ce sujet pour qu'il y ait une revue et un débat parlementaire sur cette question-là, pas simplement de la transparence des algorithmes, mais sur leurs biais discriminants. Donc c'est en plein dans le champ de la loi et encore une fois, je pense que c'est une erreur de passer à côté de l'opportunité qui nous permettrait justement de cibler les causes structurelles et pas juste les expressions, c'est-à-dire les conséquences, mais les causes structurelles de tout ce qui se passe sur Internet de problématiques. Alors au cours de cette année parlementaire à l'Assemblée, nous nous sommes mobilisés sur des textes du gouvernement, mais nous avons aussi fait tout un ensemble de propositions de loi. Nous avons aussi été à l'initiative d'événements. Je voulais parler ici en particulier du colloque que nous avons organisé en tant que groupe de la France Insoumise sur la question de la lutte contre les discriminations pour l'égalité. C'était à l'occasion de la semaine internationale qui se conclut par la journée du 21 mars pour l'élimination des discriminations raciales. Et donc ça a été une journée de colloque très riche où nous avons échangé, discuté, débattu avec des chercheurs et chercheuses, des syndicalistes, des membres des militants et militantes associatifs et associatives pour comprendre la nature, la structure des discriminations aujourd'hui en France et comment se mobiliser en tant que parlementaire, mais aussi en tant que citoyen, en tant que
militants et militantes pour l'égalité, pour faire reculer les discriminations et réaliser une égalité réelle. Donc ça a été un moment très riche qui va aussi nous servir pour la suite de nos travaux, parce que nous allons, dans la deuxième partie de ce mandat, beaucoup travailler sur nos propositions de loi, de grandes lois cadres, et donc la problématique de l'égalité, de la lutte pour l'égalité, est un axe important de ce travail, notamment au sein de la commission des lois, parce que c'est une commission qui s'occupe de la question des droits, des libertés, de la justice. Et donc, à partir de la rentrée de septembre et dans les mois qui vont suivre, sur la question de l'égalité, mais aussi sur les questions de justice, sur les questions de sûreté, de sécurité, nous reviendrons. Et tout ce travail-là, fait au moment du colloque, et toutes les personnes rencontrées, tout au long de l'année d'ailleurs, depuis 2 ans, et tout le travail fait avec, y compris les équipes thématiques de la France Insoumise, vont continuer aussi à alimenter. Donc on a eu l'occasion de mener de grandes et d'importantes batailles au cours de cette année, et nous avons terminé la session cette semaine avec une des grandes batailles importantes, celle contre la ratification du CETA, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et c'est une bataille qui est portée depuis de nombreuses années par des associations de défense de l'environnement, de défense des droits humains. Mais là, l'arc de force s'est beaucoup élargi à des associations d'agriculteurs et d'agricultrices, de consommateurs et de consommatrices qui, comme nous, interpellaient le gouvernement et la majorité pour voter contre un accord de libre-échange qui remet en cause, y compris les engagements de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, et participe à ce grand déménagement du monde complètement insensé, au moment où il faudrait au contraire relocaliser en vérité les industries et changer complètement notre système d'échange, de production et de consommation pour répondre à l'urgence climatique. Et donc ça a été un travail c'est un travail d'ailleurs de plusieurs années, c'est des questions que nos mouvements et en tant que militants et militantes on porte depuis plusieurs années. Et moi j'ai eu aussi l'occasion, dans le cadre de ce travail-là, de faire un rapport d'information avec un collègue de La République En Marche, qui portait sur la prise en compte du développement durable dans les accords de libre-échange. Et le constat, c'est que au-delà des postures, vous savez, champion de la terre, etc., c'est la même chose en fait dans les traités de libre-échange. On met de grands mots, on prétend et on proclame qu'on tient compte du développement durable, mais tout ça n'a aucune valeur contraignante, et tous les mécanismes qui sont censés prendre en compte le développement durable sont en fait inopérants, parce que la règle fondamentale, c'est celle du commerce international, de l'échange, tout à n'importe quel prix, et surtout au prix de l'environnement. Et donc la conclusion, y compris celle tirée par le co-rapporteur de cette mission, qui est un député de La République En Marche, c'est de dire qu'il fallait s'interroger sur justement ce grand déménagement du monde, et peut-être envisager la relocalisation. Ce n'est même pas la France Insoumise qui l'a dit, c'est un député de La République En Marche. Et donc voilà, ce rapport que je vous invite à lire, ainsi que la présentation que nous avons faite avec mon collègue à la Commission des Affaires européennes, rajoute, s'il en était encore besoin, mais confirme vraiment la nécessité de revoir ces règles internationales, et de revoir absolument le fonctionnement des échanges internationaux, de revoir le fonctionnement de l'Union européenne et la primauté qui est donnée justement à ce commerce international débridé. Et c'était à l'occasion du débat sur le CETA, l'occasion d'interpeller à nouveau la majorité qui a malheureusement a voté pour ratifier. Mais c'est un combat qui de toute façon va continuer, puisque d'autres accords, notamment avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud, sont conclus et vont être ratifiés par le Parlement européen. Désormais, les parlements nationaux n'ont plus droit de citer et droit de donner, d'approuver ou de désapprouver les accords, donc ça passe par le Parlement européen. Et puis il y a des dizaines d'autres accords de ce type, et donc la nécessité de continuer cette mobilisation
pour défendre la planète, pour changer aussi ce fonctionnement. Alors aujourd'hui, celles et ceux qui se prétendaient le nouveau monde montrent à quel point, en vérité, ils sont l'ancien monde. Ils sont le monde d'il y a 2 siècles. Ils sont un monde qui ne comprend pas qu'il faut aujourd'hui engager la bifurcation vers une transition écologique qui revoit y compris les règles du commerce international, qui revoit notre manière de produire, de consommer, d'échanger avec d'autres pays, avec pour guide absolu la règle verte, guide absolu la transition écologique et la préservation de notre planète. Voilà pourquoi nous voterons cette motion de rejet. Nous vous appelons à voter de même. Alors le travail parlementaire, c'est à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi en circonscription et partout, bien sûr, sur les territoires, même au niveau international, qu'on le mène. Et dans ma circonscription, la 17e circonscription de Paris, une des mobilisations importantes que j'ai soutenue avec les militants et militantes de la France Insoumise a été celle menée par des parents d'élèves, par du personnel de l'éducation nationale, par les élèves elles et eux-mêmes, contre la loi Blanquer. Donc cette loi qui participe du détricotage de l'éducation nationale et qui a mobilisé toute la communauté éducative contre elle. Et donc ce qui était assez impressionnant, c'est le nombre de parents, y compris pour qui c'était la première fois, qui s'impliquaient dans des débats à la fois nationaux mais avec des implications locales concrètes, que j'ai rencontrés. Donc j'ai rencontré tous les collectifs dans le 18e et dans le 19e arrondissement. Et puis il y a eu toute une série d'actions, de mobilisations, que ce soit des repas faits devant les écoles, des marches citoyennes jusqu'à la mairie pour interpeller les élus. Et donc ça a été une mobilisation importante avec des citoyens et citoyennes qui se sont emparés des textes de l'Assemblée nationale et ont mené des débats, ont interpellé des élus pour défendre encore une fois l'éducation nationale et l'intérêt général contre un projet de loi qui effectivement constitue un nouveau recul en la matière. Et donc voilà un des exemples des mobilisations importantes qu'il y a eu dans cette circonscription. Une autre lutte importante que j'ai accompagnée à la fois en rencontrant les habitants et habitantes, mais aussi en interpellant les pouvoirs publics, a été autour de l'habitat, l'habitat indigne, les logements. C'est une question à Paris, notamment, mais je crois que c'est aussi vrai dans d'autres villes. C'est une question cruciale. La question du logement, c'est la première préoccupation. En tout cas, c'est un des premiers sujets que portent les habitants et habitantes qui viennent dans nos permanences parlementaires. Et donc là, que ce soit des personnes qui sont sans logement ou des personnes qui sont mal logées, il y a vraiment un enjeu à faire du logement un véritable droit. Et donc, j'ai notamment accompagné plusieurs collectifs d'habitants, de locataires, qui interpellaient les bailleurs sociaux responsables de leur logement, ainsi que la mairie, sur les conditions dans lesquelles des rénovations se faisaient sans prendre en compte les habitants, avec des produits de mauvaise qualité, et puis sans aucune compensation des troubles, des nuisances que les rénovations constituaient, ou alors un autre collectif qui se mobilise pour avoir accès à un habitat et un logement digne, parce que tout est dans un état extrêmement dégradé, et donc en fait voilà, les personnes vivent dans des conditions très précaires. Et donc voilà, ça c'est une autre mobilisation très importante, et là aussi où ça permet de faire le lien entre les débats politiques parlementaires. Nous avions l'occasion d'avoir des débats sur les questions du logement à l'Assemblée nationale, une réforme là aussi qui a retiré des moyens, y compris aux bailleurs, pour investir dans l'entretien des logements. La réforme du gouvernement qui enlevait 5 € et plus d'ailleurs
à la suite des aides pour le logement. Voilà, tout ça, ça se traduit dans la vie concrète des gens par des difficultés toujours plus grandes à trouver un logement et quand ils ont des logements, à pouvoir vivre dans des conditions dignes. Donc ça, c'est aussi une question qu'on va continuer à suivre et participer et soutenir toutes les mobilisations et interpeller encore une fois les pouvoirs publics des bailleurs sociaux, de la mairie, du gouvernement sur cet enjeu fondamental. Un droit, c'est un droit et il faut que ce droit soit réel pour le plus grand nombre. Dans le 18e et dans le 19e arrondissement, une des forces de la vie dans ces quartiers, dans ces arrondissements, c'est aussi le travail des associations, des centres sociaux que j'ai continué à accompagner, à rencontrer cette année sur tout un ensemble de sujets, que ce soit l'aide scolaire, la culture sportive, l'accompagnement, la prévention de la jeunesse. Donc c'est tout un ensemble de services rendus dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre. Et donc ça, c'est une dimension importante, d'autant plus que les associations sont aujourd'hui, et ça c'est une des questions qui continuent, sur lesquelles elles continuent à interpeller le gouvernement et que je continue à relayer, c'est la question de leur financement. Et c'est autour de ça d'ailleurs que nous avons travaillé cette année à une proposition de loi sur l'emploi associatif à travers plusieurs ateliers des lois pour donner les moyens aux associations de pouvoir continuer à intervenir, à construire du lien social et à créer aussi le bien vivre ensemble, la convivialité qui existe encore aujourd'hui grâce à l'investissement des salariés et des bénévoles des associations, des centres sociaux, des collectifs. Et donc ça, cette dimension de citoyenneté active, elle est fondamentale dans les quartiers populaires et de manière générale voilà, dans la vie de tous les jours. Et cette proposition de loi que nous présenterons à l'automne, que nous sommes en train de terminer après la série des ateliers de loi, participe justement de ces propositions que nous faisons concrètes pour améliorer au quotidien, à la fois pour les salariés des associations, pour le travail des bénévoles et puis pour les usagers et les usagères, les citoyens. Enfin, sur la question de la solidarité, c'est une question importante dans le 18e et le 19e arrondissement. Il y a la solidarité envers les personnes migrantes qui sont encore dans nos arrondissements laissées en déshérence, sans abri, sans espoir, sans avenir par les pouvoirs publics, que ce soit la ville ou le gouvernement qui se renvoie la balle. Le résultat, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des dizaines de personnes à la rue dans des conditions absolument exécrables, des hommes, des femmes, des enfants aussi, à qui la France doit un accueil digne et qui pourtant sont laissés à l'abandon. Si ce n'était la solidarité, encore une fois, que montrent les habitants, que montrent les collectifs et les associations d'aide aux personnes migrantes, qui font un travail extraordinaire, on aurait eu encore plus de drames qu'il n'y en a déjà, parce qu'il y en a malheureusement. Et donc cette question de la solidarité aux migrants et aux migrantes, c'est une question cruciale. Moi j'ai interpellé à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur, notamment sur la question de l'hébergement, puisque c'est là-dessus que des dizaines d'associations de défense des droits humains et d'aide aux personnes migrantes ont manifesté leur mécontentement parce qu'elles n'ont pas les moyens de venir en aide aux personnes. Une association a également expliqué qu'elle arrêterait d'intervenir sur le terrain parce qu'elle était complètement débordée. Et donc, à plusieurs reprises, en janvier et à nouveau en juin de cette année, j'ai adressé un courrier au ministre Castaner qui n'a apporté aucune réponse, qui
prétend ne pas les avoir reçus, mais en tous les cas qui est aujourd'hui aussi responsable de la situation catastrophique. Et donc bien sûr que c'est une problématique très prégnante au niveau local, mais qui est en fait un enjeu national et un enjeu européen sur laquelle nous continuerons à nous battre aux côtés des associations, aux côtés des personnes migrantes qui se mobilisent pour leur régularisation et pour leur dignité. Et donc c'est un combat que nous allons continuer à mener localement et nationalement à la France Insoumise. Alors vous voyez, ça a été une année très remplie de mobilisation sociale, de lutte, de travail, de propositions. La mobilisation historique qui a beaucoup inspiré, alimenté nos interventions, ça a été celle des Gilets jaunes. On en a déjà parlé dans cette revue d'actualité, mais je voulais revenir là-dessus parce que je crois qu'on ne se rend pas compte, ou peut-être qu'on commence à se rendre compte avec le recul qu'on peut avoir maintenant, du caractère historique de ce mouvement social. C'est quelque chose d'inédit, y compris par les formes prises, par le type de personnes qui se sont mobilisées. Et puis je crois que ça a été le mouvement qui a le plus secoué le gouvernement, le pouvoir, et ça s'est d'ailleurs vu dans la manière dont le gouvernement, le président Macron et l'ensemble de son administration a réagi avec une violence jamais vue à ce niveau-là. Les milliers de personnes mises en garde à vue arbitraire, les centaines de personnes blessées, les dizaines de personnes éborgnées, mutilées, et une répression judiciaire qui continue et qui était d'ailleurs explicite dans les consignes données au parquet. Et surtout la licence donnée en fait aux forces de police qui ont exercé une violence complètement disproportionnée. Et donc je crois que le niveau de violence du pouvoir est à la hauteur de la peur qu'il y a eu par rapport à ce mouvement social qui, malgré justement cette répression, je crois, continue à travailler le pays et comme d'ailleurs toutes les mobilisations qu'il y a pu y avoir, on a retrouvé depuis des Gilets jaunes, les mobilisations des soignants qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui à être en grève dans les urgences. Dernièrement, c'est à la Guadeloupe où j'avais été, où je me suis rendue il y a un an, où j'avais rencontré les soignants et soignantes du CHU qui étaient toujours en attente de rénovation après un incendie et qui sont aujourd'hui en grève aussi, qui rejoignent le mouvement national. J'ai parlé tout à l'heure des enseignants et enseignantes qui ont mené contre la loi Blanquer et contre la réforme du bac, un mouvement extrêmement important jusqu'à la rétention des notes. Il y a dans tous les secteurs en fait des mobilisations sociales fortes, et je crois que le mouvement des Gilets jaunes il a porté cette colère sociale contre l'injustice, contre les inégalités, pour défendre aussi une autre idée du service public, pour défendre une souveraineté à travers la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Et je crois que ça, c'est porteur d'espoir. En tout cas, ça a été un souffle qui a beaucoup inspiré, qui nous a beaucoup inspiré dans le travail parlementaire. Et c'est vraiment pour nous l'articulation entre un mouvement social et un travail institutionnel qui est la clé pour gagner des batailles et puis pour changer le fonctionnement des institutions et puis avancer dans le cadre de la révolution citoyenne que nous défendons et le changement de système que nous défendons. Et donc c'est une lutte emblématique parmi d'autres luttes. Je vais revenir également sur les marches qu'il y a eu, notamment la marche des fiertés au cours du mois de juin, une marche pour l'égalité qui a porté la question de la PMA et de la filiation, puisque
je reviens sur ce sujet puisque ça fait partie aussi des propositions que nous avons défendues. J'ai déposé au nom du groupe, avec mon groupe, une proposition de loi sur l'accès à la PMA universelle. Donc c'est un débat qu'on va avoir à la rentrée puisque le gouvernement a enfin, après avoir repoussé pour des raisons électoralistes ce débat-là, on va enfin l'avoir à l'Assemblée à l'automne et on sera très attentif à ce que ce soit non pas une PMA à minima, mais une PMA qui soit ouverte à toutes les personnes, à toutes les mêmes conditions que ça l'est pour les couples hétérosexuels. Et donc là aussi, c'est aussi grâce à la lutte des associations, des collectifs, des personnes LGBT elles-mêmes et de leurs alliés que ces droits va j'espère, être acquis plein et entier. Et donc on reviendra sur ce sujet à la rentrée et dans les mois qui viennent. Une autre dimension de la bataille pour l'égalité, je crois qu'elle a aussi été portée par tous les collectifs qui se sont mobilisés contre les violences policières et notamment le collectif Justice pour Adama. Il y a quelques semaines, il y a à peine une semaine, nous avons participé avec d'autres collègues de la France Insoumise, d'autres élus, à la marche pour la justice pour Adama Traoré. Et donc c'est devenu vraiment une marche symbole contre l'arbitraire, contre la violence policière, contre le racisme, parce qu'il y a une dimension de racisme dans les contrôles aux faciès et dans les drames ensuite qui s'ensuivent. Et c'est un symbole aujourd'hui de cette lutte pour l'égalité qu'on continue à soutenir, à participer. Comme je l'ai dit, nous aurons dans les prochains mois aussi un travail législatif. On avait déposé des propositions de loi aussi sur ce sujet, contre les violences policières, contre le contrôle aux faciès, et donc on va continuer à le porter. Mais je voulais terminer sur ces mobilisations parce que c'est vraiment ça qui est le carburant du progrès social de manière générale. Pour obtenir des droits, il faut lutter et parfois on arrive à gagner, et c'est surtout ça qui fait changer les choses, qui fait changer le monde et qui fait que les institutions elles servent à quelque chose parce qu'elles sont du coup la traduction, à travers elles on traduit toutes les avancées. Et donc c'est sur cet appel à la mobilisation permanente, même si on va rentrer là sur un mois de suspension de travaux et d'un peu de repos. J'espère que vous avez l'opportunité tous et toutes de prendre aussi un peu de repos et de pouvoir se remobiliser dans les prochains mois à partir de la rentrée, parce qu'il reste énormément de batailles à mener et à gagner. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon mois d'été. Protégez-vous de la canicule, c'est le changement climatique et on en voit les conséquences très concrètes aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt, à la rentrée. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule en mode député. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à la diffuser très largement. Et on se retrouve en septembre.